bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le monde justement qui connaît des zones d'insécurité ou des zones de sécurité en fonction des États dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité, mais de sécurité de la défense et en matière de droit international. Et pourquoi nous en parlons? Parce que des questions de terrorisme, des questions justement, je le disais, d'insécurité menacent les États au sud du Sahara. Et nous sommes justement au Cameroun. Ce jour, on va aborder un expert sur les questions de sécurité, de défense et de droit international. Il s'agit de Dr Célestin Kengou. Cher docteur, bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir, monsieur Tondi. Vous êtes expert dans le domaine du droit, la sécurité, la défense internationale. Lorsque dans vos voyages dans le monde, vous avez parcouru le monde, sous quel prisme vous avez lu ou parcouru cette question de sécurité, de droit, sécurité à la défense, vous pouvez reformuler, car c'est votre domaine. Bon, ma spécialité, c'est la sécurité internationale et la défense. J'ai parcouru le monde et contrairement à ce que vous dites, le phénomène du terrorisme ne touche pas que les pays au sud du Sahara. Les pays au sud du Sahara et les pays du Proche-Orient sont aujourd'hui secoués par des conflits internes, des guérillas, des guerres civiles et des mouvements sécessionnistes comme avec Boko Haram, des extrémistes musulmans dans les pays du Proche-Orient. Donc, en ce qui concerne le terrorisme, c'est un phénomène qui est mondial. Aucun pays n'est épargné. Même si on constate qu'il y a quelques pays qui sont épargnés par ce phénomène, je pense aux pays comme le Canada, je pense à l'Australie, je pense à la Nouvelle-Zélande et aussi les pays du nord de l'Europe. Et le constat qui revient, c'est que la plupart de ces pays sont des pays où les gens vivent bien, où le confort de vie des populations est appréciable. Donc c'est comme si l'insécurité rimait avec pauvreté ou difficulté d'existence. Alors, comment expliquer aujourd'hui, comme vous dites, vous l'avez si bien dit, que c'est pas seulement le terrorisme, c'est pas seulement la question au sud du Sahara. Et un président disait à menace globale, réponse globale. Ça suppose que le monde entier est quand même logé dans cette affaire parce qu'on a vu des attentats au cœur de Paris, à Londres, à Washington et un peu partout. Ça veut dire qu'en réalité, les États, même les plus futés, ne sont pas en sécurité. Oui, vous voyez, il y a vers la course qui s'assimile aujourd'hui à une guerre que se livrent les États pour capter les ressources naturelles. Vous savez, ce sont ces ressources naturelles qui font tourner le monde aujourd'hui. Il n'y a pas que le pétrole ou le gaz, il y a aussi l'eau. Le contrôle de l'eau devient une menace sérieuse à la stabilité d'un grand nombre d'États. Il est vrai que le Cameroun, nous avons les cours d'eau un peu partout, mais ailleurs, c'est une denrée très rare et entraîne des guerres civiles, des affrontements entre groupes humains, entre ethnies ou des groupes humains. Donc, lorsque aujourd'hui on aborde la question de la sécurité, il faut quand même remonter à la prise en compte de cette notion. Oui, allons-y. Oui. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que pour la première fois, le monde a commencé à soulever la question de sécurité internationale. Donc c'est dans le traité de Versailles de 1919 que l'on a commencé à parler de la sécurité internationale sous l'égide de la Société des Nations qu'on a créée immédiatement après. Malheureusement, la Société des Nations a été, bien qu'elle ait une vocation mondiale, en réalité, ça a été une affaire des alliés. Et malheureusement, et ça, le monde ne le sait pas, les États-Unis n'ont pas fait partie de la Société des Nations. Donc, du coup, tout ce qui a pu s'y passer ressemblait beaucoup plus à un pacte européen
un pacte européen pour la sécurité dans le monde et la paix entre les nations. Mais il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la création de l'ONU pour qu'enfin on parle de la sécurité internationale et de la défense et qu'elle soit même inscrite dans la Charte des Nations Unies. Donc, et c'est dans le sillage de cette volonté des Nations Unies de mettre sur pied, d'instaurer la paix au niveau mondial, que les études ont commencé à se spécialiser sur les questions de sécurité internationale. D'où le titre de ma thèse, la discipline que j'avais embrassée, la sécurité internationale et la défense. Or, qui dit sécurité, dit aussi défense. Et on dit parfois que la meilleure défense, c'est l'attaque. Si vous passez le temps à encaisser les coups sans attaquer, tôt ou tard, l'adversaire trouvera un point faible. Sécurité et défense, mais le vocable qui se greffe là, c'est droit international. Oui, oui, oui. Parce que, voyez-vous, la sécurité implique à deux volets. Il y a le volet militaire, il y a le volet civil. Donc voilà pourquoi on ne peut pas, les militaires ne peuvent pas faire une guerre sans être accompagnés des civils. Et les civils ne peuvent pas mener une réflexion efficace sur la sécurité s'il n'y a pas de militaires sur le terrain. Ah oui, c'est un binôme qui se conjugue. C'est un binôme qui se gorge. Bon, si j'exclus les médecins, les chauffeurs qui s'occupent des ravitaillements et autres, la théorie, l'idée, la théorie est d'abord au centre même de la stratégie. Donc il faut concevoir une stratégie, il faut concevoir une politique, même de la sécurité, avant de l'implémenter par les hommes en tenue. Donc d'où l'intérêt de la théorisation de la notion de la sécurité internationale. Donc nous formulons des idées et c'est pour ça que nous portons le titre de géostratégiste. Donc ceux qui émettent des idées, des théories sur la stratégie sont des géostratégistes. Maintenant, ceux qui sont chargés de l'application sur le terrain, c'est-à-dire les militaires, ils deviennent des géostratèges. Donc selon l'efficacité des uns et des autres, ils ont le droit de revendication, de revendiquer cette appellation. On en parle peu alors qu'on est dans des zones aujourd'hui d'insécurité. On va parler du Cameroun tout à l'heure en faisant un rapport avec cette discipline. Alors vous disiez tout à l'heure que nous avons bien fait peut-être de venir pour vous. Non, pas vers moi, mais vous avez bien fait de vouloir embrasser le monde entier parce que aujourd'hui, le monde est un village planétaire en réalité. Le monde est à l'image du corps humain. Lorsque l'orteil souffre, la tête souffre, tous les autres membres souffrent. Donc vous ne pouvez pas souffrir sur une partie de votre corps et estimer que tout le corps est sain. Donc aussi longtemps qu'il y a des zones d'ombre, des zones de non-droit, et aussi longtemps que persisteront les inégalités, le monde ne sera jamais en paix. L'Europe a cru construire, les puissances occidentales ont cru construire leur stabilité, l'harmonie sociale, en allant provoquer les guerres ailleurs, en allant piller les richesses dans d'autres États, pensant que les richesses tirées de cette exploitation illégale, illicite, pourraient leur servir. Mais la conséquence est que les populations des zones sinistrées sont obligées de chercher à trouver refuge dans les pays stables. Et aujourd'hui, ces pays occidentaux sont envahis de toutes parts, malgré toutes les politiques qui ont été mises en place pour freiner ces exodes, ces immigrations qu'ils appellent clandestines, mais qui ne sont plus vraiment des immigrations clandestines, mais qui sont des immigrations forcées. Et du coup, tout le monde est atteint, parce que dans leur confort, ils se retrouvent avec des étrangers qui ont fui les guerres chez eux, mais qui gardent quand même un goût amer. Parce que les difficultés qu'ils éprouvent dans leur pays, ils savent que c'est provoqué par ces pays où ils vont. Prenez le cas de la Syrie. La Syrie était... Je voulais justement vous relancer avec ce cas de la Syrie, qui aujourd'hui est un cas où toutes les puissances du monde sont en train de sortir des muscles.
la France de son côté, la Russie, en fait, le bloc de l'OTAN de son côté, la Russie avec ses alliés de l'autre côté. Oui, regardez le cas de la Syrie, c'est un pays stable. Mais dans un agenda que eux seuls comprennent, les États-Unis, suivis par la France et quelques autres puissances occidentales qui ne veulent pas s'affirmer ouvertement, ont estimé que Bachar el-Assad devait être renversé, chassé du pouvoir. Ils ont tout mis en place pour chasser un président qui est globalement aimé par son peuple. Des villes entières ont été détruites. Les Syriens se sont retrouvés sur les chemins de l'exode, sur les chemins de l'exil. Alors, tous ces gens qui entrent, qui sont accueillis en France, en Allemagne et tout, pensez-vous qu'ils peuvent être reconnaissants ou contents de se retrouver dans ces pays qui sont à l'origine du drame qu'ils ont vécu, du drame qu'ils vivent, de ne plus être chez eux, de ne plus pouvoir vivre chez eux? Ce sont des terroristes que l'on fabrique. Parmi les enfants de la génération qui arrive, naîtront des terroristes, des attentats, parce qu'ils en auront ras-le-bol. Ne serait-ce que par la culture, leur insertion sociale, leur adaptation à leur milieu nouveau ne sera pas facile. Et vous aurez donc affaire à des futurs protestataires qui se mueront en terroristes. Donc, du coup, j'ai dit, le monde a été hypocrite. Les puissances occidentales ont été hypocrites. Elles sont aujourd'hui rattrapées par leur politique belligérante, leur politique exploitatrice des autres pays. Donc le monde est véritablement dans l'insécurité. Le monde est dans l'insécurité, on parle là de la Syrie, mais on parle aussi d'une autre situation avant peut-être d'arriver au Cameroun. On fait bien parce que vous êtes expert et ce n'est pas seulement au Cameroun, vous êtes expert, vous avez voyagé, vous avez la maîtrise de ces problèmes au plan international. Une autre situation au Proche-Orient. Aujourd'hui, on assiste à une affaire qui s'appelle la marche du retour des Palestiniens, où ça fait pratiquement 2 semaines aujourd'hui. Ils meurent comme des petites fourmis et tués ainsi par la riposte israélienne. Cette question, elle vous pose aussi un problème dans le domaine de la sécurité et la défense internationale? Bon, vous voyez, le problème palestinien est un problème très vieux. C'est un problème ancien, très vieux. Il date même de l'époque avant le Seigneur Jésus-Christ. C'est un problème qui remonte même, je pense, aux origines de l'humanité. Ça remonte aux origines de l'humanité. Depuis ce conflit entre les enfants d'Abraham, et c'est ce que disait d'ailleurs Yasser Arafat, Israéliens, il disait les Israéliens, les Palestiniens, les Jordaniennes, ce sont tous les descendants d'Abraham. Donc c'est ce schisme, ce conflit qui est né entre les descendants d'Abraham et dont la solution sur le plan biblique sera annonciatrice de la fin du monde. Donc jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, cette guerre ne prendra pas fin. Alors cette guerre ne prendra pas fin. Quelques voix se sont élevées, certains auteurs ont pensé, pour vouloir remettre en cause les prophéties bibliques, ont monté tous les scénarios pour la construction de la paix dans ces régions. Et à la fin, ils arrivent à une déception qui ramène à l'ordre du jour que la crise palestinienne, israélienne, sera résolue au retour du Seigneur. Donc c'est un conflit interminable qui peut et qui pourrait s'embraser au niveau mondial. Ah, comment ça? Ben parce que ça fait des métastases. Ça divisera le monde en 2 camps. Vous ne pouvez pas être à la fois ami des Palestiniens et ami des Israéliens. Donc il y aura une partition du monde, ne serait-ce que sur le plan idéologique. Après, ça sera sur le plan pratique. Et d'autres conflits viendront se greffer à ces conflits, et ainsi de suite. Et nous pourrons arriver à un embrassement. Et quelle est la place du droit international qui est toujours évoqué peut-être? Alors, le droit international, vous savez, toute chose doit avoir ses règles. Donc, sans parler de la codification de la guerre, mais les règles de la guerre
la guerre a sa codification, c'est-à-dire ses grands principes qu'il faut respecter. Au départ, on parlait du droit de la guerre. C'est un peu un synonyme du droit de la sécurité internationale et de la défense. Donc le mot droit de la guerre avait un côté assez violent, un côté négatif même du droit. D'où, parce que juxtaposer le droit et la guerre, c'est opposer la norme à la violence. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, on a essayé de théoriser les grands principes. D'abord, le respect des souverainetés nationales, le respect de l'intégrité territoriale des États, la paix entre les nations, la non-ingérence dans les affaires des autres États membres des Nations Unies. Tous ces principes qui ont été érigés participent du droit de la guerre. Bon, quant à moi, qui suis au départ un privatiste, donc quelqu'un qui a fait le droit privé, j'ai une perception plus fine. Parce que, en fait, le droit de la sécurité internationale relève du droit public. Donc, pour étudier un conflit, il faut voir les relations entre États. Mais la réalité est que ce n'est même pas entre les États qu'il faut bien comprendre les phénomènes de guerre ou des insécurités. C'est d'abord même à l'intérieur des États. Je prends le cas du complexe du conflit congolais qui a pris naissance au Rwanda, qui a pris naissance et a débordé des frontières rwandaises pour affecter le Grand Congo, République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de l'embrasement de la situation en République démocratique du Congo? C'était la loi sur la nationalité. C'est Mobutu qui a provoqué cette situation. Longtemps, pendant la période coloniale, beaucoup de Rwandais sont venus vivre à l'est du Congo. Ils ont même pris la nationalité congolaise. On les appelait les Munya Mulenge. Il y a eu une deuxième vague après le génocide de 1994. On les a appelés les Banya Mulenge. Et Mobutu a pris une loi leur ôtant cette nationalité congolaise en les traitant d'étrangers. Et ça a provoqué cette guerre. C'est à partir de cette loi sur la nationalité que ces pays ont soutenu Kabila pour qu'il vienne le renverser en 1996. Donc on a failli assister à cette situation au Cameroun. Cette loi sur la notion d'autochtone et d'allogène, cette loi est porteuse des germes d'une guerre civile. Comment pouvez-vous me renier l'autochtonie dans une région où mon père est né, où je suis né, où mes enfants sont nés depuis 2 à 3 générations? Vous venez me refuser cette autochtonie en me traitant d'étranger? Comment l'originaire de l'Adamawa, qui s'est installé dans la zone Bassa, à Makak, depuis 1940, en 2018, on lui dit qu'il n'est pas de Makak. Et on confère l'autochtonie à quelqu'un qui est né en France, qui a grandi au Canada et qui est revenu à Makak à l'âge de 50 ans. Et il peut compétir pour une fonction élective, par exemple maire ou député, et refuser à celui qui est là depuis 1940, qui s'y est même marié et qui a donné des enfants, parfois même étant marié à une femme du coin. On considère qu'il est étranger. Est-ce que c'est normal? Donc, vous voyez, c'est pour ça que la connaissance du droit privé aide à comprendre les conflits même entre États. Parce que les conflits entre États sont exacerbés déjà par des injustices nationales. Nous avons le cas comme ceux du sud-est et du nord-ouest. Des revendications légitimes au départ, mal gérées, maltraitées, et surtout par des personnes incompétentes. Tous ces problèmes ont donné naissance à cette crise qui nous coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Quand vous dites mal géré sur le plan du droit ou sur le plan de la sécurité, tout se sur le plan de la joue au niveau du droit.
tout se joue au niveau du droit. Les gens ont soulevé des problèmes qui faisaient appel au droit. Il fallait apporter des réponses juridiques à des questions juridiques et apporter des réponses politiques à des questions politiques. Et qui dit politique dit également droit. Parce que tout ça, ce sont des textes qui s'appliquent. Donc vous voyez maintenant la fragilité de la stabilité des États quand on ne prend pas en compte les normes. Une réforme agraire peut entraîner une crise. Aujourd'hui, j'apprends que beaucoup de terrains, des pans du territoire sont cédés à des sociétés étrangères pour développer l'agriculture. Pourquoi nous, les nationaux, pourquoi ne serions pas soutenus par l'État pour le faire? Puisque des privés camerounais ont pu créer de vastes plantations. Alors, toutes ces terres qui sont occupées par des étrangers, qui exploitent nos terres pour des produits qui seront vendus à l'extérieur. Et ces terres, au départ, ont été occupées par des populations. Qu'est-ce que ça deviendra à la longue? Où se trouve la zone de faiblesse? Parce qu'en vous écoutant, c'est qu'il y a des défaillances. Vous êtes un défenseur de la sécurité et de la défense, mais quand on vous entend parler, c'est que pour y arriver, il faut un état de droit. Il faut que les lois soient appliquées, mais surtout des bonnes lois. Mais où se trouve la faiblesse? Du côté de l'État, du côté du peuple, du côté des populations, où se trouve la faiblesse? Non, vous savez, la faiblesse des rapports. Puisque nous sommes au Cameroun et que nous parlons du Cameroun, c'est un constat quand même amer de voir tant de hautes personnalités être jetées en prison. Des anciens secrétaires généraux à la présidence de la République, anciens premiers ministres, anciens secrétaires généraux adjoints, des ministres d'État, des ministres, des directeurs généraux. Encore que la liste pourrait s'allonger, c'est un échec. C'est le reflet de ce que le casting n'a pas été bon. Ça veut dire que le chef de l'État a eu confiance en des personnes qui ont trahi sa volonté de faire de ce Cameroun, de notre pays, un pays moderne et prospère, comme il ne cesse de le répéter. Alors, si donc toutes ces personnes se retrouvent aujourd'hui à la prison, quand on se souvient que ce sont ces personnalités qui nous ont laissé ces lois que nous appliquons aujourd'hui, ce sont ces personnalités qui ont recruté, qui ont placé à des fonctions importantes beaucoup de Camerounais qui continuent à occuper ces fonctions. Alors, vous voyez dans quel climat nous sommes. Ça doit inquiéter. Mais ça doit inquiéter. Voilà pourquoi le changement viendra du sommet. Et je ne peux vous le cacher, il faut des hommes nouveaux, ayant un autre élan pour faire bouger les lignes. Je prends l'exemple de la nomination de M. Atangandji. Pour moi, c'est objectivement, c'est la plus grande nomination du chef de l'État depuis ces 20 dernières années. Si on ajoute quelques technocrates comme le ministre de la Culture, le professeur Narcisse Moël Kombi, il y a une espèce de vitalité que l'on retrouve au niveau des arts et la culture. Il est omniprésent sur tous les festivals, sur l'ensemble du territoire national. Il y a un sang nouveau dans la culture. Des artistes ont été décorés. C'est symbolique, mais c'est profond. Et les ressources sont très faibles. Pourtant, les ressources du ministère de la Culture devraient être plus importantes. Donc, depuis l'arrivée de M. Paul Atangandji, les lignes bougent. Les lignes bougent au niveau de la territoriale. C'est cet élan. C'est cet élan qu'il faut. Il ne faut pas que le chef de l'État s'arrête, qu'il continue. Et il pourrait faire beaucoup de surprises dans le camp de ses détracteurs. Si on avait des gens comme ça, 4, 5, 6, ça pourrait faire bouger les lignes. Donc vous voyez, le choix des hommes... Est-ce que ça renforce le sentiment de sécurité et de défense? Mais oui, le rapport de l'insécurité, c'est quoi? Lorsque vous avez des hauts dignitaires, des hauts commis de l'État, qui ont pillé, qui ont volé des milliards, qui ont rendu ce pays exsangue, quelle est la conséquence sur la population?
C'est la pauvreté. C'est le chômage. C'est la misère. Regardez un peu les poubelles de Douala. Les poubelles sont partout. Les mouches qui se posent dans ces poubelles sont des mouches qui se posent sur les poissons que l'on commande vers dans les rues. Ça se pose dans les cuisines. Et ils défectent sur tout ce que nous mangeons, sur tous les aliments. Et vous pensez que ça va devenir comment? La crise au nord-ouest, au sud-ouest, Boko Haram, ça va nous priver? Ça a entraîné la fermeture de beaucoup d'emplois, de sociétés. Et tous ces gens qui sont jetés dans le chômage, jeunes gens, et même des hommes âgés, que deviennent-ils? Et ça accroît donc l'insécurité. Donc il y a une corrélation directe entre la mauvaise gestion, qu'on appelle malgouvernance, et l'insécurité. Dans un pays où les gens se portent bien, personne n'aime la violence. Personne n'aimerait vivre à côté d'un homme violent. Aujourd'hui, les gens sont indifférents devant la violence. Regardez ces poubelles. Quand vous avez des poubelles monstres avec tout ce que nous voyons, même devant les palais, jusqu'au devant les palais de justice, c'est un signe qu'il y a insécurité. Donc il faut avoir une connaissance globale, générale, mais pas forcément profonde sur toutes les questions de droit. Donc là, je viens de vous montrer qu'une réforme agraire qui touche au droit foncier peut impacter sur la stabilité d'un État. Je viens de vous montrer que l'impact sur l'environnement, là vous voyez, on touche déjà au droit de l'environnement quand on parle des poubelles. Lorsqu'on parle du droit de la nationalité, on touche également au droit de la famille et au droit de la nationalité. Comment ça peut impacter sur la sécurité? Quelle est l'alchimie qu'il faut faire pour amener, peut-être vous venez de féliciter le président, là nous sommes décidément au Cameroun, on reviendra au cours des prochaines émissions sur d'autres questions. Vous venez de féliciter le président de la République, mais ce n'est pas tout le monde qui le félicite quand même. C'est un constat aussi. Bon, moi je me méfie de l'unanimité. L'unanimité n'est pas une bonne chose. Mais je suis en train de vous dire, je me suis limité au cas de M. Paul Atanga-Ndji pour dire que ça a été un choix, un très bon choix. Sa force, puisque dans ces dernières décisions, il y a eu beaucoup de contestations aussi. C'est quelqu'un qui connaît le terrain. Il vient du peuple. Il connaît le peuple. Il connaît le langage du peuple. Il connaît leurs difficultés. Ça, c'est le premier atout. Et le deuxième atout. Sauf qu'on l'a qualifié comme indésirable chez lui. Oh non, non. C'est le temps de la crise, docteur. Non, c'était une période assez chaude. Dans ces périodes-là, on doit reconnaître les siens. C'était une période chaude. Il faut faire une distinction entre le choix d'un dirigeant et la popularité de ce choix par rapport à son terroir. Je peux choisir un grand expert qui m'apportera des idées au niveau national, mais il peut être haï dans son village. Or, je ne l'ai pas choisi pour son village. C'est cette confusion dans l'esprit du chef de l'État qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Deuxième déterminant qui fait sa force. Choisir des ministres, des directeurs généraux et le rattacher à son village d'origine en pensant qu'on a satisfait au village. Il faut choisir des hommes qui impactent sur le plan national. Docteur, il y a quand même la problématique de l'équilibre régional. On reviendra au cours des autres émissions. Deuxième déterminant qui fait la force du ministre Paul Atanga-Ndji. C'est la confiance. Beaucoup. Parce qu'il est honnête. Ah oui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, il est honnête. Cette fidélité, cette sincérité. C'est un homme loyal, c'est un homme fidèle. Il est fidèle au chef de l'État. Je le connais depuis près d'une trentaine d'années. Donc je peux vous dire que c'est l'un des fidèles du président de la République. Et cette fidélité, il a montré... C'est pour ça que le président lui a donné le Conseil national de la sécurité. Et là, on est dans votre élément. Oui. Peut-être vous l'avez aussi connu dans... Non, depuis qu'on l'a nommé à cette fonction de la sécurité, on n'a pas échangé dessus. Je n'aime pas forcer les portes par tempérament. Je n'aime pas forcer ma présence. Donc si on ne me consulte pas, je n'ai rien d'autre à dire
rien d'autre à faire que de rester dans mon coin et de conduire ma réflexion pour les autres qui me sollicitent. L'autre élément, c'est la loyauté. Après la loyauté, vous avez parlé de la connaissance du terrain. Il a la connaissance du terrain. Il a la confiance du chef de l'État, ce qui est très important. Parce que bien de hauts responsables aujourd'hui sont freinés dans leur élan à cause des barrières que j'appellerais des obstacles qui existent entre eux et le chef de l'État. C'est-à-dire un directeur général et dont le ministre de tutelle freine les ardeurs ou freine les propositions de réforme dans l'entreprise publique qu'il dirige. Ou même parfois fait des mauvais rapports au chef de l'État sur la personne. Je prends par exemple le cas de quelqu'un comme M. Mefiro ou Marou. Là, nous sommes au transport. Oui, j'ai été quand même un peu étonné qu'on ne l'ait pas confirmé comme ministre des Transports. Il est enseignant de logistique, enseignant d'université. Il maîtrise, il a travaillé dans le secteur privé. Il connaît la logistique, il connaît le transport maritime, le transport aérien. Je n'ai... À cause de l'insécurité qu'il y a eu et toutes ces oppositions. Non, moi je le voyais ministre des Transports, sans toutefois dénier les qualités managériales de M. Bibé, mais je voyais bien M. Oumarou comme ministre des Transports. C'est quelqu'un, l'ancien ministre des Transports, lui aurait mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et vous voyez, voilà, si un tel homme, si vous avez la confiance du chef de l'État, vous ne redoutez plus personne. Et vous verrez que les ministres puissants, ou qui se montrent hyper puissants, sont ceux qui savent qu'ils ont la confiance directe du chef de l'État. Malheureusement, beaucoup en abusent. Beaucoup l'orientent. Parce que je voulais vous interpeller sur ce travers. Beaucoup orientent cette confiance vers le sens de leurs intérêts personnels, égoïstes, non pas dans l'intérêt national. Sur quoi doit se reposer aujourd'hui la défense et la sécurité du peuple camerounais? Parce que nous prenons là ceux qui sont les acteurs promis par le chef de l'État et le chef de l'État lui-même. Sur quoi doit se reposer tout au moins la reconfiguration normale? Vous avez dit Boko Haram au nord, au sud-ouest, au nord-ouest, c'est les sécessionnistes qui le font parce qu'ils font des attaques. Ils ont attaqué l'autre jour le gouverneur de la région... Le convoi du gouverneur. Le convoi du gouverneur de la région du sud-ouest. Donc c'est une insécurité qui devient déjà armée à un certain niveau. Sur quoi doit se reposer aujourd'hui la réforme de la sécurité? Est-ce que votre ministre, notre ministre, le ministre camerounais, Paul Atangandji, qui a d'ailleurs aussi interdit certaines armureries, va arriver à recadrer cette sécurité? Ben écoutez, parler du recadrage de la sécurité internationale au Cameroun serait même d'ailleurs déplacé. Parce que le Cameroun, sur le plan international, est un paradoxe. Nous avons près de 350 km de côte. Curieusement, nous mangeons du maquereau importé. Combien de Camerounais mangent du poisson frais? Aujourd'hui, la quasi-totalité des chalutiers qui écument et qui sillonnent notre espace maritime appartiennent à des Chinois. Ça veut dire que nos fruits de mer sont exportés vers la Chine. La Chine multiplie toutes les politiques possibles pour nourrir ses populations, mais au détriment. Donc la contrepartie, c'est l'appauvrissement de nos eaux, de notre faune aquatique. Voilà un premier paradoxe. Regardez nos terres. Les terres sont fertiles. Nous sommes encore à travailler avec des instruments primitifs. La houe et les machettes. Il y a des campagnes où on distribue des houes, des machettes. On parle de l'agriculture de seconde génération. De seconde génération. On distribue des machettes et des houes aux jeunes gens dans la population, des zones rurales, en disant que c'est avec ça qu'ils vont sortir du chômage. Mais c'est ridicule. On ne devrait plus être là. Comment pouvez-vous comprendre qu'avec tant de richesses, l'eau coule dans tous les départements du Cameroun? Mais aujourd'hui, Douala et Yaoundé, on n'a pas d'eau. Heureusement que le chef de l'État est en train de mettre en place
des grosses industries, des gros moyens pour remédier à la situation. Il y a des villes où on passe des semaines entières sans électricité. Et même ici à Douala. C'est un paradoxe, c'est incompréhensible qu'un pays si riche, si beau, convoité par tous les pays du monde, même africains, et qu'on ait un taux de chômage si élevé. Qu'est-ce qui fait problème? Mais ce qui fait problème, allez poser la question à Kondengui. Allez à Kondengui, vous aurez la réponse. Vous ne voulez pas vous prononcer? Mais je me prononce, monsieur, je me prononce. Ces gens ont bâti des fortunes colossales. Je suis l'un des rares, pour ne pas dire le premier Camerounais, qui avait levé le lièvre de la Camerounaise des eaux dans une antenne de télévision, il y a quelques années, où je disais des Camerounais peuvent aller créer des sociétés à l'étranger et revenir s'accaparer de nos richesses ou reprendre le contrôle des entreprises publiques qu'ils ont laissé mourir. Des années après... Et cet argent est exporté. Des milliards disparaissent. Pendant ce temps, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'argent. Le Cameroun a des difficultés de trésorerie à l'heure où nous parlons. Il semblerait que Isaac, n'étant pas payé, n'enlève pas les ordures. Et pendant ce temps, l'État veut indemniser les jeunes qui ont mis de l'argent dans une espèce de mission, la MIDA. Pourquoi s'est pressé d'indemniser sans chercher à savoir où est l'argent que ces gens ont récolté, sans chercher à savoir où sont les gens qui étaient derrière cette affaire? Vous réparez un préjudice alors que les auteurs sont là et l'argent doit être quelque part. Donc il y a des incohérences comme ça qu'on ne comprend pas. Donc d'une manière générale, nous sommes dans un paradoxe. Le Cameroun apparaît comme un paradoxe. Il n'y avait aucune raison que nous ayons tous ces conflits. Il n'y avait aucune raison. Alors, d'où peut venir la solution? Je reviens après... Mais la solution, nous avons un chef de l'État, il sait qu'il faut des hommes. Est-ce qu'on a besoin des vrais hommes? Est-ce qu'on a besoin des hommes qui ne sont pas dans les réseaux? Paraît-il au Cameroun, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être dans un réseau. Quel réseau? Mais il y a tout type de réseaux. Mais les réseaux qui reviennent le plus, c'est des réseaux sectaires, suivis par des réseaux de famille. À cette allure, vous voulez construire quel État? Ça veut dire que vous, expert en question de sécurité et défense, même si vous prêchez, vous allez prêcher dans un désert. D'abord, je ne prêche pas sur la sécurité. J'émets des idées au travers de certaines de mes interventions télévisées, parfois quelques questions posées ça et là par des journalistes. J'émets des idées. Quelques-unes prospèrent, d'autres ne sont pas prises en compte. C'est tout ce que je peux faire, c'est ma participation citoyenne. Lorsque vous regardez ce paradoxe, il a perduré. Vous m'avez envoyé à Kondengui. Il y a même aussi Nebel. Il y a beaucoup d'espaces comme ça. Dans un poste, vous avez demandé à cette faune-là, excusez-moi le terme, parce que c'est un écosystème qui s'est fabriqué là-bas, de reconnaître les erreurs et de demander pardon. Ah oui, vous vous souvenez de ça? Que j'avais recommandé, j'avais conseillé à la plupart de ces dignitaires de demander pardon au chef de l'État parce qu'ils ont trahi sa confiance, de demander pardon au peuple camerounais parce qu'ils ont abusé des pouvoirs qui leur ont été conférés pour ce peuple, pour le bien-être, pour l'amélioration des conditions de vie de ce peuple et de restituer ce qu'ils ont pris. À des restituer. Ah oui, de restituer. Est-ce que vous ne cognez pas là sur un rocher? Ben, en tout cas, c'est leur âme qui est en jeu. Parce que sur le plan terrestre, ils seront sévèrement punis par leur conscience. Ils seront sévèrement punis par la justice. Ils seront sévèrement punis par l'histoire. Et leurs âmes seront damnées. C'est-à-dire qu'ils iront en enfer. Et je crois que beaucoup d'entre eux croient en Dieu. Et s'ils croient vraiment en Dieu, ils iront en enfer. En dépit de quelques prêches d'un homme de Dieu qui serait allé à la prison de Kondengui pour leur dire qu'ils seront délivrés. Ce n'est pas le travail d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit amener
le méchant à se repentir. Alors, si je comprends bien, l'insécurité au Cameroun a atteint son seuil, comme on dit, critique. Non, pas du tout. Nous ne sommes qu'en début. Nous ne sommes qu'en début. Est-ce que vous imaginez le Cameroun dans une vingtaine d'années, avec ce que nous voyons là dehors? Les poteaux électriques sont encore faits en bois. Et leur durée de vie, c'est 3 ans. Et pour les plus robustes, c'est 5 ans. Nous sommes encore en train d'installer des poteaux en bois. Et vous voyez, Nkouloulou s'est transformé dans 10 ans. Vous croyez que les roues d'Aqua vont se transformer dans 10-15 ans? Et comptez le nombre des enfants qui naissent. Vous êtes pessimiste? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Vous posez des questions à un analyste. Et je regarde froidement la situation et je vous la renvoie. Toutes ces mouches qui se posent sur nos denrées alimentaires et que nous consommons, imaginez-vous les conséquences de cela dans quelques années, pour ne pas dire quelques mois. Le taux de malades dans les hôpitaux qui n'existent pas en nombre suffisant. Les 4/5 de nos médecins sont obligés de s'expatrier. Donc pendant que nous avons des besoins en médecins, nos médecins sont expatriés. Est-ce que vous savez que les médecins camerounais qui sortent de nos écoles ont un revenu qui tourne autour de 150 000 ou 100 000? Même pas le prix d'un appartement à Bonamoussadi. Conséquence? Mais la conséquence, c'est que vous tomberez de plus en plus malade, la population va s'accroître, vous tomberez de plus en plus malade, et vous aurez pas de médecins pour vous soigner. Vous aurez des hôpitaux vides, vétustes, mal équipés, pour ne même pas dire non équipés. La plupart de ces hauts dignitaires qui sont de ce côté, parmi eux, il y a des gens qui clament leur innocence. Et vous le savez très bien, je ne vous le fais pas dire, beaucoup pensent que l'opération Épervier a un penchant politique. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que l'appel à la conscience, l'appel à la demande du pardon, ça peut prospérer? Mais écoutez, messieurs, tous ceux qui sont arrêtés, qui n'ont pas encore été jugés, bénéficient de la présomption d'innocence. Donc, je ne les condamne pas. Mais je dis que les choses ont été mal gérées. Quand vous voyez la manière dont l'État camerounais organise son fonctionnement, il est impossible à un dirigeant normal de nos entreprises publiques de ne pas plonger la main dans la caisse. Parce que systématiquement, mais oui, parce que systématiquement, on envoie les membres du gouvernement dans leur village d'origine pour battre campagne pour le compte du parti au pouvoir. Et c'est pour moi, j'ai toujours trouvé que c'est une hérésie. Je peux être plus populaire en tant qu'homme politique dans l'extrême nord parce que j'y ai fait mes études, parce que je connais les mentalités et parce que je suis connu et bien accueilli là-bas par rapport à un autre qui a vécu dans le sud, qui a vécu à l'est et qui a des relations lointaines avec l'extrême nord de son origine. Donc c'est cette politique systématique d'envoyer les leaders. Ils dépensent beaucoup d'argent. Beaucoup. Donc ils sont obligés de mettre... Mais vous voulez qu'ils prennent l'argent où? Ces campagnes coûtent extrêmement cher. Ils sont donc coupables, innocents? Non, on ne doit plus mener une politique de la sorte, de la politique de la sorte. Laissez la politique aux politiciens. Et laissez la gestion de l'État aux hommes d'État. Je n'ai pas besoin que M. Paul Atangandji soit aimé dans le Nord-Ouest. J'ai besoin d'un ministre de l'administration territoriale qui fait le travail, qui doit recevoir des rapports sur le fonctionnement des villes. Cette MIDA qui s'est installée à Yaoundé, 3e ou 4e, c'est le sous-préfet qui devrait connaître toutes les structures rassemblant un grand nombre de personnes. Un sous-préfet ne peut pas, on devrait enlever un sous-préfet qui voit se rassembler des centaines de personnes et qui ne mène pas une enquête pour savoir ce qui se passe dans sa circonscription. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle,
Quelqu'un vient créer une mosquée dans un quartier résidentiel sans attirer l'attention du sous-préfet. C'est ça la territorialité. Donc si vous avez un ministre qui fait bien le travail, qui interdit les nuisances sonores, qui veille sur la sécurité des personnes et des biens, voilà un ministre dont on a besoin. On n'a pas besoin d'un ministre originaire de Sawa qui va circuler dans la région Sawa pour amener les gens Sawa à suivre le chef de l'État. On veut qu'il soit efficace à la fonction, au poste qu'il occupe. Et comment faire dans ce problème de finances? C'est-à-dire que dissocier la gestion étatique de cette gestion politique lorsqu'on sait, paradoxe des paradoxes, que la plupart sont membres du parti qui mène la... Prenons le cas de l'Ouest. Monsieur Ngouchingue, le patron de Congelcam, il met beaucoup d'argent pour son parti. Il a rénové la maison du parti, baptisée maison RDPC à Bafoussam, à plus de 150 millions de francs. C'est un homme d'affaires qui a les moyens. Mais laissez-le être sénateur, il mérite d'être là. Il a mis les moyens, il s'est attiré la sympathie des conseillers municipaux qui l'ont élu. Ben voilà de quoi il s'agit, mais pas envoyer un ministre faire son travail. Monsieur Kouinché, dans la zone de Banjoun, dépense beaucoup pour le parti. Il offre des bourses au niveau national aux jeunes étudiants, aux jeunes élèves. Et ça lui attire l'amitié, l'empathie d'un grand homme. Il sera certainement réélu comme député. Donc il ne suffit pas de se lever un matin, clamer qu'on va changer le pays pour que le peuple vous accepte. Qu'on laisse chacun là où il se trouve, gagner la confiance de la population. Et où trouver les fonds? Parce que parfois dans le parti, pour ceux qui sont mis... Il y a ceux qui veulent compétir, qui peuvent compétir, auront les moyens de leur politique. Mais qu'on cesse d'envoyer les DG et les ministres, ce ne sont pas des hommes politiques. Même si la fonction ministérielle est une fonction politique, ils sont là pour le national, pour la nation entière. Ils ne sont pas là pour une région bien déterminée, ni pour un village. Il faut que de telles choses cessent. Maître Célestin Kengoum est docteur en même temps. Je ne sais pas, en tant qu'avocat, vous avez eu à défendre ces nombreux dossiers. Vous êtes passé à côté de ces nombreux dossiers. Je les refuse. Pourquoi? Je les refuse parce que c'est contraire à mes convictions religieuses. Et c'est en violation flagrante même de l'éducation que j'ai reçue. Il y a de l'argent que je ne touche pas et que je ne toucherai jamais. Beaucoup de ceux de l'opération Épervier qui sont dans les prisons, d'autres sont même dehors déjà, vous le diront, qu'ils m'ont envoyé des émissaires, d'autres m'ont appelé. Et systématiquement, je leur ai dit, je ne voudrais pas donner de nom. Pendant qu'un autre était dans un avion, on m'a appelé pour dire d'annoncer ma constitution. Ce sont des affaires pour certains, on peut vous payer peuvent payer même plus d'une centaine de millions, voire plus. Mais je ne peux pas accepter cet argent. Je ne peux demander que d'aller dire la vérité, se repentir et restituer. Vous dites que vous ne pouvez pas accepter l'argent, mais pourquoi vous refusez de dire la vérité pour aussi le faire de manière... Non, s'ils veulent se repentir, dire la vérité, je serai prêt à les aider. Là, je peux me constituer pour aller dire la vérité. Qu'ils ont 2 villas et 2 appartements à Paris, qu'ils ont un compte au Maroc, ils ont un compte à Montréal, ils ont un compte à Barcelone. Je serai prêt à le dire. Vous allez les enfoncer? Non, on ne les enfonce pas, ils sortiront grands. Le premier qui le fera, ils sortiront grands. Le premier d'entre eux qui le fera sera aimé de la population. Vous êtes sûr que ça peut s'engager vers cette voie-là, puisque apparemment, il y a aussi le jeu de la succession qui se joue à leur niveau. Non, le jeu de la succession ne se joue pas depuis un mois, ça se joue depuis des années. Tous ces détournements massifs, ce n'était pas pour s'acheter un pavillon en France ou s'acheter une résidence à la Côte d'Azur. Tous ces sommes d'argent, ce n'était pas pour acheter des appartements ou des voitures ou pour construire un immeuble.
C'était en vue de la conquête du pouvoir. Mais oui, ce sont des trésors de guerre. Ils sont nombreux qui ont mis des trésors de guerre de côté. Malheureusement, leurs plans sont en train de tomber dans l'eau. Comment ça? Mais les arrestations, déjà, c'est déjà un échec. C'est déjà un gros échec. D'abord, au niveau de votre physique, vous n'avez plus la liberté de vos mouvements. Privé de votre liberté, c'est le premier grand échec. Parce qu'ils n'avaient pas intégré ça, tout puissants qu'ils étaient. Et le deuxième échec, c'est la popularité. Ils vont perdre en popularité. Malgré tout ce qu'ils vont faire, ils ne pourront plus gagner la confiance de la population. En tout cas, dans les conditions qui s'annoncent. Quand vous regardez en tant qu'expert de la sécurité et la défense, vous dites... Sécurité internationale. Sécurité internationale, j'entends. Vous dites, vous regardez un peu le Cameroun, on commence par le Cameroun. Vous regardez le Cameroun, vous dites, des horizons, l'horizon, il est trouble, il est incertain, il est paisible. Non, il est certain, l'horizon est certain, il y aura toujours un horizon. On va toujours prolonger vers d'autres horizons, jusqu'à la fin du monde. Les couleurs de cet horizon... Mais les choses ne sont pas claires. La situation est sombre. Mais elle pourrait s'améliorer avec l'arrivée des gens comme les Paul Atangandji, comme je le disais. L'environnement, les rapports du Cameroun avec la communauté internationale, c'est aussi paisible. Non, le Cameroun est un pays très respecté. Surtout le président de la République. Je l'ai toujours dit à maintes reprises. Rapports défense et sécurité. Non, je commence déjà par la personne qui incarne la nation. C'est le chef de l'État. Le Cameroun est d'abord respecté au niveau international. C'est un pays riche, très riche, en hommes, en ressources. Le président de la République, M. Paul Biya, est très respecté sur la scène internationale. En dépit des critiques que nous formulons, qui parfois sont légitimes, mais il est très respecté. Il est considéré comme un homme sage. Mais malheureusement, ce qu'il a sémé n'a donné que de la mauvaise graine. Maintenant, il faut retravailler la terre et s'aimer la bonne graine. C'est tout. Quand vous regardez aujourd'hui, le bloc Russie autant est allié d'un côté, vous dites on va vers une guerre mondiale ou bien les choses ne se précipitent pas? Parce que l'affaire Skripal a fait des bruits d'un côté, la Syrie fait des autres bruits de l'autre côté, les missiles et autres. Non, il faut simplement se poser une seule question. Pourquoi ces bruits de bottes? La préoccupation aujourd'hui de ces puissances, la préoccupation, je ne dis pas une de leurs préoccupations, c'est les conditions, l'amélioration des conditions de vie de leur population. De leur population. Tout simplement. Et pour qu'il y ait amélioration, il leur faut des ressources. L'Europe a besoin de la Russie, parce que la Russie produit le gaz qui alimente les centrales en Europe. D'où la tentative de la déstabilisation de l'Ukraine à un moment donné. Parce que les Occidentaux voulaient se rapprocher des gisements de gaz. C'est l'énergie. Ils ont besoin de votre pétrole pour faire tourner la turbine. Au Canada, il a fait moins 30, moins 35. Mais dans les maisons, il fait chaud. Ça fonctionne au pétrole et au gaz. On cherche la sécurité. Oui, il leur faut avoir de l'énergie. Mais pendant qu'on discute sur les monnaies dans le monde, nous, on danse encore la siko et on boit les musiques. Et on se palabre entre nous, entre soi-disant intellectuels ici. Nous sommes vraiment en arrière. Pour quitter, est-ce que vous n'avez pas un espoir? La jeunesse est là. La jeunesse sera à l'image de ce que les parents voudront qu'elle soit. Si les parents minent le terrain, cette jeunesse va exploser. Mais si les parents préparent bien le terrain, la jeunesse pourra s'épanouir. Merci maître de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette entrevue.
Merci, madame, monsieur, vous l'avez bien suivi. Madame, monsieur, bonsoir. À 19h, le journal en Fulda, à 19h15, le journal en Bidine, à 20h, le grand journal en anglais à 21h, en français, bonsoir.